Lundi 20 octobre. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C, et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Aujourd'hui, c'est notre retour sur le week-end de course qui se déroulait du côté de Austin, Texas, aux États-Unis, et on débute maintenant avec la journée de samedi. Il est maintenant temps d'aller rejoindre notre collaborateur du lundi. Il est l'auteur du livre La Formule 1 au circuit, Gilles Villeneuve, Kevin Fontaine. Re-bienvenue au F1 Podcast. Merci beaucoup, Martin. Toujours un grand plaisir d'être avec toi et tous nos auditeurs pour parler Formule 1, ce retour du Grand Prix des États-Unis. Ben oui, un retour sur Austin qui a été... moi, j'ai aimé la fin de semaine de course, je sais pas pour toi. Puis, va falloir s'habituer parce qu'il y a eu une nouvelle qui est tombée dans la journée de Oui. dimanche Mhm. en ce qui concerne justement la F1 à Austin, au Texas, qui a renouvelé, tu me le dis si je me trompe pas loin, mais jusqu'à 2034. Dans le fond, 34. Oui. c'est le même contrat qu'on a ici au Canada. Au Canada, c'est une prolongation aussi qui ressemble à ça. Donc, 2034 pour Austin. Je trouve ça une bonne nouvelle. Bonne nouvelle de le Oui. garder là. On en a parlé toute la semaine, que ce soit dans ma chronique à la radio, les jeudis à 8h05 sur la chaîne CNV ou que avec François Goulet dans notre épisode de préparation du week-end de course vendredi, là, votre guide. C'est la même chose, t'es d'accord que c'est rendu un circuit, j'aurais même un événement qui s'est implanté au calendrier puis qui devient rapidement un classique malgré que c'est arrivé seulement en 2012. Je sais pas si tu Mhm. partages toi aussi la même opinion face à ça parce que tu l'as vécu toi aussi l'arrivée du Grand Prix des États-Unis. Ça n'a pas été le succès instantané. Moi, je vais être honnête avec toi, ça n'a pas été. J'ai pas tombé en amour avec le circuit dès ses tout débuts. Là. Ça a été avec le temps que j'ai appris à me familiariser, à l'apprécier. Puis maintenant, comme je l'ai dit, pour moi, c'est rendu un nouveau classique. Oui. Ben écoute, Martin, là-dessus, je suis du même avec toi parce qu'on a appris à découvrir. Donc, on prend le temps de découvrir le circuit avec différentes générations de monoplaces aussi. Là. Donc, quand on est arrivé en 2012, ben là, c'est pas du tout les mêmes monoplaces qu'on a aujourd'hui et tout. Donc, on a réussi à apprivoiser le circuit et je trouve que c'est un circuit qui est, pour moi, pour ma part, je trouve que c'est un circuit qui est quand même relativement complet. Je trouve que c'est un circuit qui est rapide, c'est un circuit qui a des beaux virages. On a beaucoup d'inspiration, là, notamment les premiers S là, du côté de Austin qui ressemblent beaucoup à ceux de Silverstone. Aussi, on a le fameux triple droite qu'on a à la fin du circuit qui est beaucoup par rapport à Istanbul sur le circuit du Grand Prix de Turquie, tandis qu'en Turquie, c'était à gauche, si je ne me trompe pas, mais du côté de Austin, c'est à droite. Donc, c'est un beau circuit, des belles inspirations et tout. Donc, un bel événement pour moi, je trouve, ce Grand Prix des États-Unis. Ben, je pense que le mot est bon, puis c'est le mot que Liberty Media recherche, c'est le mot événement. C'est ce qu'on veut créer alentour d'un Grand Prix, et c'est fait. Mhm. Puis Ouais. je le dis encore, je le répète, l'ADN américain du Texas se voit bien à travers ce Grand Prix-là. Et moi, je trouve que c'est ça qui est fantastique de la Formule 1, c'est oui, il y a un championnat du monde, mais il y a aussi un tour du monde à travers tout ça. C'est une vitrine qu'on se donne la possibilité d'avoir sur la planète. Donc, on fait bien ça aux États-Unis, on fait bien les choses de, tu sais, je le dis, ça passe par les cheerleaders des Cowboys, ça passe par les géants drapeaux américains, drapeaux du Texas, les chapeaux, tout ce qu'on apporte, les équipes de football. On garoche toute la culture du Texas, la culture américaine là-dedans, puis ça donne un bel événement comme ça qui est rendu vraiment un classique, et je le crois, au calendrier. Avant qu'on passe justement à ce week-end sprint-là, il s'est passé beaucoup de choses justement dans la course de samedi, la course sprint. Avant qu'on en vienne là, ben, il faut rappeler à nos auditeurs, bien sûr, que la F1 Podcast est une présentation de Decker Incorporé, des spécialistes dans le domaine des escaliers, que ce soit pour en construire une nouvelle ou simplement se procurer le matériel pour en faire une vous-même. Donc, vous devez faire affaire avec une entreprise québécoise qui fait confiance au F1 Podcast, qui encourage le F1 Podcast. Donc, Decker Incorporé, un service humain et sur mesure de Laval à Tremblant. Et une autre entreprise qui croit au F1 Podcast, c'est, je devrais dire deux autres entreprises, puisque c'est l'entreprise internationale Sharp, mais aussi Norwa CVC qui offre un service 5 étoiles pour des systèmes de ventilation, des thermopompes, le chauffage, la climatisation. Et en plus, avec le partenariat qu'ils ont avec Sharp, ils ont le mandat de distribuer ça ici au Québec. Ils sont capables de vous offrir des machines qui vont vous donner la meilleure subvention du gouvernement et aussi une économie directement sur votre facture d'électricité. Donc, faites affaire avec Norwa CVC.
on regarde la journée de samedi. Je sais que la dernière fois qu'on a laissé les auditeurs de F1 Podcast vendredi, exceptionnellement, normalement, on fait un retour sur la sprint shootout si c'est un week-end sprint, mais là, c'était plus tard. C'était à l'heure du souper. Puis question de être capable de te donner notre épisode. On n'a pas fait ça. On n'avait pas vu encore la sprint shootout. Finalement, c'est Verstappen. C'était la prédiction qu'on avait fait avec François. Les deux, on était d'accord là-dessus. On avait le même choix que Verstappen allait probablement décrocher la pole dans quelques minutes qui suivaient l'enregistrement. Finalement, c'est arrivé. Les McLaren le suivaient derrière. La surprise, je te dirais, ça a été Hülkenberg qu'on n'attendait pas là, Mhm. même si on aurait dû faire confiance à ce qu'on avait vu dans la première séance de libre, la EL1. On a toujours cette habitude-là de pas vouloir trop s'emballer avec ce qu'on voit non seulement dans les deux séances de libre, mais plus particulièrement la première. Mais finalement, ce que nous avait montré le matin, s'est traduit en qualification. Par contre, lorsqu'on est arrivé dans la course sprint, ça n'a pas duré longtemps pour lui. Ça n'a pas Mhm. duré longtemps pour Non, les ça n'a pas McLaren, duré non. longtemps. Ça n'a pas duré longtemps pour lui, pour les McLaren, disons sa quatrième place à Hülkenberg. Mais tout ça pour dire, ça a été le gros sujet qui a retenu l'attention. C'est le sujet, j'ai l'impression que même si ça a été la course samedi, qu'on va continuer de parler au cours de la prochaine semaine. C'est cette fameuse accrochage-là, l'accrochage entre les deux voitures orange papa et les deux voitures de McLaren, celle de Oscar Piastri et de Lando Norris. La première chose qui m'est passée en tête, Kevin, c'est la faute à qui? Ben, c'est la faute à cette règle, cette fichue règle orange papaye-là, Mhm. qui, selon moi, influence, qui vient un peu couper le côté, l'instinct naturel de ces pilotes-là. On est obligé de les forcer à penser, à réfléchir à bord de des voitures lorsqu'on a des centièmes de fractions de seconde pour faire quelque chose, pour faire oser une réaction. Moi, j'ai trouvé que c'était pas un réflexe naturel de Piastri de vouloir revenir à l'intérieur. Et je suis pas le seul à avoir pensé ça parce que ça semble avoir surpris. Le premier venu, ça a été Nico Hülkenberg aussi, qui s'attendait pas à ce genre de manœuvre-là devant lui. Non, Martin, effectivement. Puis je te dirais que c'est pas mal tu sais, le type d'incident typique du premier virage à Austin. Oui. Il y a toujours quelqu'un on l'a vu par les années passées, notamment, c'était Russell et Sainz qui s'étaient accrochés par le passé. Et souvent, dans ce virage-là, on a beaucoup d'espace, hein. On a beaucoup d'espace au virage 1 après la grande montée. Et là, on peut en prendre large, on peut en prendre large. Et là, quand il y a un changement de trajectoire qui se fait, il faut faire attention de bien se positionner parce qu'il peut y avoir quelqu'un dans notre angle mort ou un concurrent, comme là, en l'occurrence, Nico Hülkenberg. Et là, Piastri qui revient à l'intérieur. Moi j'étais sûr que Piastri allait prendre la trajectoire extérieure. Et finalement, non, il coupe tout de suite et s'en va vers l'intérieur. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a Nico Hülkenberg qui est là. Il est dans son droit d'être là. Hülkenberg, là, il ne va pas laisser la place comme ça tout bonnement à Oscar Piastri et tout. Donc, malheureusement, mauvais endroit au mauvais moment, c'est l'accrochage. Piastri qui part dans les airs, revient, accroche Lando Norris, son coéquipier. Et je te dirais pas que j'ai pas eu un petit éclat de rire, pas pour être méchant envers les pilotes McLaren, mais j'ai eu un petit éclat de rire. Je me disais, ben oui, et voilà. Ah, et voilà, ce qui devait arriver arriva. Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'on aurait pu avoir une belle course sprint avec les deux pilotes McLaren. Est-ce que c'était dans l'air? Des fois, on dit, ah, ça sent l'accrochage, ça sent le, la tension palpable. Et là, bang, ça arrive. Et voilà, c'est ça qui est arrivé. Et il y en a un qui n'en a pas demandé moins que ça. Ben, c'est Max Verstappen qui lui en a profité. Il a fait son petit bonhomme de chemin. Pas sans batailler avec George Russell assez fermement à un certain moment donné, on va y venir, mais finalement, celui qui a réussi à tirer l'avantage de tout ça, ben, c'est Max Verstappen. Ben moi, pour revenir sur le... Oui, Verstappen va bénéficier de ça. Mhm. Mais moi, ce que j'en reviens pas encore, c'est... Tu sais, puis je pense pas que tu as vraiment répondu à ce que je disais, dans le sens que Piastri, cette manœuvre-là, est-ce que c'était vraiment une manœuvre qu'il aurait fait s'il y a pas... si la voiture à côté de lui était pas la même couleur que la sienne? Ben, je pense que Martin, honnêtement, là-dessus, si Piastri, admettons que ça aurait été un Russell ou un Leclerc, je pense qu'il aurait peut-être pris l'extérieur. Je Ben, pense c'est ça. il aurait été peut-être un petit peu plus euh, moins, je dirais pas téméraire, mais il aurait osé un petit peu plus d'aller à l'extérieur, quitte à se faire déporter un peu. Mais là, pour faire attention et tout, il a choisi De freiner, la lever le décision de, pied. ouais, c'est ça, C'est ça. exactement, de lever le pied et tout. Et puis là, ben, malheureusement, ben, il est arrivé ce qui est arrivé et tout. Donc, Fait- ouais, fait que malheureusement, Ça revient à dire qu'il y a une forme d'anticourse avec cette règle-là. ouais. Euh, Puis je vais mêler le sujet là parce que c'est quelque chose qui est tombé au cours du week-end aussi. On dit qu'il va y avoir des répercussions pour ce que Norris a fait.
à à Singapour. Singapour. Ouais. OK? On n'a pas, bien sûr, on n'a pas la nature de ce qu'il va y avoir comme répercussion. Puis ça, je pense que c'est correct, ça leur appartient, c'est privé. On a quand même voulu dire que la couronne McLaren s'est réunie, puis on a décidé que il devait avoir une sentence. Lando Norris était coupable. Sauf qu'on nous dit on les laisse courir, mais la FIA avait jugé qu'il était pas coupable. Donc encore là, ça revient au même problème qu'on répète depuis des semaines ou des mois ici, ou du moins que je vais de Ouais. l'avant dans les épisodes de F1 Podcast, que Ouais. si on dit on les laisse courir, mais ils ont 2 livres de règlement, est-ce qu'on les laisse vraiment courir? Parce que les autres, les pilotes McLaren ne doivent pas seulement se conformer au guide et à l'éthique de conduite qui est mis en place par la FIA. On doit aussi se conformer à l'éthique de conduite de la règle orange papaye. Mais c'est ça Mhm. qui est arrivé du côté de McLaren. On a jugé que ce que Norris avait fait à Singapour, c'était pas correct et qu'il y aurait des répercussions de ça. Et moi, je trouve que à cause justement qu'ils n'ont pas cette liberté-là, ça les force à être plus prudents au départ. Ils ont pris leur temps dans le premier virage. Ils n'étaient pas à la même vitesse qu'ils auraient dû être. Les deux veulent pas trop s'accrocher, mais Norris veut défendre sa position, puis Piastri veut quand même attaquer, puis il veut pas se faire attaquer par les autres à l'arrière. Finalement, il se passe ce qui arrive. On veut absolument éviter le contact, puis finalement, on arrive qu'on a un contact pareil. La voiture que Piastri voulait pas toucher, finalement, c'est elle qui a touché. Donc, en tout cas, tout ça pour dire, je pense qu'on récolte ce qu'on aime du côté de McLaren. Puis on ouvre la porte au championnat à Red Bull, on leur donne confiance, on les laisse continuer de penser à développer cette voiture-là parce que du côté de McLaren, on ne développe pas. On a arrêté de Mhm. faire ça. Et ça, c'est une question que j'ai envie de te demander. Là, c'est sûr qu'on est en connaissance de cause. Le week-end, on l'a tout fait, mais est-ce qu'on n'a pas arrêté un peu trop tôt du côté de McLaren ce développement-là? Est-ce qu'on n'est pas un peu en train de s'essouffler avec notre avance qu'on avait déjà ou notre révolution d'ingénierie qui nous permettait d'avoir cet avantage-là au niveau des trains de pneus, mais là, ça commence à se resserrer là, autant du niveau de Mercedes que du niveau de Red Bull, puis on pourrait même dire Ferrari aussi qui revient là-dedans. Oui, c'est ça. Ben écoute, moi je suis d'accord avec ça, Martin, parce que là, on voit que depuis Zandvoort, ben, il n'y a pas de victoire de McLaren, là. Non, Donc, c'est ça. ça commence à paraître beaucoup. Faut pas oublier aussi le temps alloué en soufflerie également, qui est depuis le 1er juillet, là, si je ne me trompe pas, Martin, Oui. là, les écuries sous McLaren en profitent, ils ont plus de temps en soufflerie et en CFD. Donc, ça paraît à gauche, à droite, des écuries qui bénéficient de ce temps en soufflerie-là. Il y en a qui vont plus miser sur 2026. Il y en a d'autres qui vont en profiter, comme Red Bull, qui vont réussir à apporter des évolutions. Et là, on le voit parce que Verstappen est tout feu, tout flamme dernièrement. Il reprend du poil de la bête. Il n'a jamais perdu, on va se le dire, mais il reprend du poil de la bête. Et c'est là où je me dis, Martin, la fissure dans l'armure de McLaren, est-ce que Verstappen n'a pas déjà donné un coup de massue dedans pour, après ça, arriver tranquillement, pas vite, à causer le doute Ah, il est dans leur envers tête. ces pilotes, dans leur tête. C'est Ah, ça, c'est ça qui est dans exactement. leur tête. Puis il Ouais. l'est depuis un bout. Puis j'écoutais Martin Brundle à la télévision qui disait justement, il faut que McLaren arrête de penser à Verstappen. Puis en même temps, je me dis, je- côté, tu sais, sur papier, c'est bon, mais je pense que côté pratique, il faut quand même qu'ils pensent à Verstappen. Puis, tu sais, j'ai une question d'il y a quelques semaines que j'avais mentionnée, puis ça venait justement d'un commentaire de Jacques Villeneuve de dire McLaren doit prendre une décision maintenant sur leur numéro un. Et ça, c'est quelque chose moi, je trouve que ça revient d'actualité. Si ça ne l'était pas, il y a quelques semaines, lorsque Villeneuve avait avancé ça et que j'avais ramené ça ici dans un épisode du F1 Podcast, je pense que ça revient d'actualité que se battre à deux pilotes, ça va leur causer problème. Puis là, justement, autant qu'il faut ignorer ce que Verstappen fait puis se concentrer sur ce qu'on fait de bien, on est obligé de prendre en considération de dire, ben lui, il est tout seul. Oui, il est peut-être plus facile à attaquer, mais là, on a des joueurs comme Ferrari et Mercedes qui commencent à venir nous manger des points. Pendant ce temps-là, ben nous, on est deux qu'on se dispute, puis en plus, on s'accroche sur la piste. Ça commence Mm. à causer beaucoup de problèmes là, dans cette équation-là, du moins. En tout cas, c'est pas des choses qu'on va régler aujourd'hui, mais c'est quand même quelque chose à envisager au cours des prochaines semaines. Pour le Mhm. développement du côté de McLaren, j'ai envie de dire que oui, sûrement que ça pèse dans la balance le fait qu'on a un déficit de développement, la réorganisation qui s'est fait non seulement le 1er janvier de l'année, mais aussi la réorganisation au 1er juillet. Donc, ça fait exactement 6 mois qu'on a Mhm. moins de temps pour développer notre voiture. Est-ce que ça commence à frapper McLaren? J'imagine que oui, mais je pense pas qu'on le voit vraiment puisqu'on n'apporte pas d'amélioration au circuit non plus. Et donc, si ce temps-là, il est mis de côté, puis on l'utilise vraiment sur la voiture de 2026, ben, on peut pas juger tout de suite nécessairement si ça les affecte. Sauf que je trouve que c'est un pari.
qui est très risqué de leur part parce que il y a rien de garanti en 2026. Le temps que tu mets sur cette Ouais. voiture-là, ça veut pas dire que c'est une voiture qui va disputer un championnat des pilotes, mais un championnat des constructeurs. Mais en ce moment, t'en as un qui se passe devant tes yeux. Tu as la chance d'avoir un pilote champion du monde pour la première fois depuis Lewis Hamilton. Puis là, tu as mis ça un peu de côté parce que tu vas être sûr d'avoir une bonne voiture en 2026. Sauf que t'as peut-être fermé les livres trop tôt. Puis je les plains pas parce que ce sont pas les seuls à avoir cru que Verstappen serait probablement mort et enterré à un certain moment rendu autour du Grand Prix d'Austin. Puis c'est pas le cas. Le gars, il abandonne pas. Puis pendant ce temps-là, ben tes pilotes ne font plus aussi bien. Puis ils ont pas nécessairement les coups de pouce de l'usine non plus pour continuer à se défendre pendant que Red Bull aussi continue de développer cette voiture-là. L'autre dossier, Kevin, que j'ai envie de te parler, parce que ça, c'est la première chose. Après l'histoire du contact, je savais que ça ferait dire ça. Oh boy. Et j'ai sauté du divan quand c'est arrivé le contact, là, parce que j'ai fait comme, oh non, là, ils ont eu, j'étais pas heureux, mais j'étais là, ils ont eu ce qu'ils méritent parce qu'on Mhm. savait que ça allait arriver, puis je pensais pas que ça allait arriver si tôt, À mais jouer avec, ouais, à jouer avec le feu, on finit par se brûler. c'est C'est ça, ça mais l'expression. Mais bon. la bonne nouvelle, c'est que ça arrive pendant la sprint. Ça a coûté Ouais. moins cher, sauf que Mhm. ça coûte tout le temps. T'apprends pendant une course sprint. Puis c'est ce Ben qui oui. dérange Verstappen des formats sprint. Il l'a déjà mentionné parce qu'il dit ça donne des deuxièmes chances à des écuries de se reprendre. Là, McLaren avait une deuxième chance de pas s'accrocher, mais avait pas nécessairement une deuxième chance dans la qualif ou dans la course pour savoir comment la voiture allait réagir. A appris, Ferrari a appris au cours de la course et Mhm. Verstappen a appris beaucoup au cours de la course. Autant qu'il n'aime pas cette formule-là, ben lui il est allé chercher énormément d'informations. Puis il n'y avait pas nécessairement la voiture la plus aiguisée, si tu permets le Mhm. terme, parce que c'était pas facile pendant la course sprint. Il a fallu qu'il travaille très très fort. Tu as mentionné sa défensive sur Russell, ou plutôt il a prévenu l'attaque de Russell. Russell a peut-être précipité un peu cette attaque-là, a dit ah, c'était là ou jamais. Il aurait peut-être pu être un peu plus prudent, mais en même temps, c'est lui qui sait ce qu'il y avait sous la main. Mais quand même, Verstappen avait un sourire après la course, puis il savait qu'il y avait des choses à régler, que c'était pas parfait dans sa voiture. Puis ça, en tout cas, au moins, ils ont eu le luxe d'apprendre. Mais l'autre dossier que je voulais te parler, ça m'est venu tout de suite en tête, c'est pourquoi, moi, je criais red flag, drapeau rouge, drapeau rouge. Aussitôt que c'est arrivé l'histoire Piastri, Piastri Norris, je comprends pas pourquoi qu'on roule des tours sur une course sprint où ce que c'est déjà pas un niveau élevé de tour. On a 100 kilomètres à parcourir, c'était 104,4 au cours du week-end. Puis on commence à brûler tout de suite des tours du spectacle parce que on, on, on a des débris en piste. Puis hey, écoute, là, ça prenait pas la tête à Papineau pour savoir que ça allait pas se régler en dedans d'un demi-tour, ça, là, avec tout ce qu'il y avait sur la piste, là. Hamilton l'a énuméré à un moment donné, je pense qu'il y avait du carbone du virage 1 à aller jusqu'au virage 13 environ, là. Fait que je Ouais, il y comprends avait pas pourquoi beaucoup. qu'on sort pas le drapeau rouge. As-tu réagi comme ça ou là que je t'en parle, c'est-tu quelque chose, Mhm. tu sais, puis j'ai eu des auditeurs, justement, j'ai vu ça, je viens de voir ça au moment qu'on se parle, justement, un auditeur, Mhm. Éric Bolduc, nous a écrit, puis c'était la même question qu'il y avait, justement, de parler des fichus drapeaux rouges là, puis c'est déjà un sujet que j'ai emmené au F1 Podcast, dans une course sprint au Qatar, ça devait être l'autre année d'avant, il y avait eu des drapeaux rouges, on avait perdu énormément de tours. Toi, tu trouves-tu que ça devrait être quelque chose qu'on doit régler tout de suite? Ça t'a-tu dérangé qu'on perde tout ce temps-là? C'est sûr que c'est une situation un petit peu, excuse-moi l'expression, tricky, comme on dit, un peu difficile, délicate, mais je trouve qu'il y a eu des drapeaux rouges pour moins que ça. Il y a eu des drapeaux Mhm. rouges pour moins C'est que ça, ça. et là, je me dis, là, écoute, ça peut être catastrophique parce que là, comme tu dis, il y a des bouts d'aileron, il y a des bouts de carbone qui sont à gauche, à droite, éparpillés sur la trajectoire et tout. Et puis, ça, en plus, Martin, c'est dans une section qui s'en vient très rapide, là. Après le premier virage, là, on est en descente, c'est les S, les fameux S rapides et tout. Oui. Donc, s'imagine, il y a une crevaison qui s'en vient. Par la suite, les pilotes réaccélèrent avant le drapeau jaune. Mais là, ça peut partir en tout pied assez rapidement. Ça peut être très dangereux. Et même par la suite et tout, on peut avoir des crevaisons lentes. Et après ça, ça peut déranger, là, ça peut tout chambouler. Donc, moi, je trouve que oui, il y aurait une matière à avoir un drapeau rouge pour pimenter le tout aussi, pour la sécurité d'abord et avant tout, oui, mais ensuite également pour pimenter le tout, Ben, pimenter, pour c'est surtout relancer. garder les tours qui sont pas nombreux. Effectivement aussi, oui. C'est ça. Parce que Ouais. moi, je te dis ce qui me dérange, puis c'est la première, ça me revient en tête, c'est vraiment au Qatar. Puis, ce qui m'avait dérangé à cette fois-là, c'est que non seulement c'est des heures spéciales, on se réveille le matin, de mémoire, c'est à 6 heures du matin quand ils font, quand c'est à cet endroit-là. Puis,
tu penses avoir au moins une course d'une demi-heure, puis finalement, tu te rends compte que tu as une parade derrière la voiture de sécurité pendant 15 minutes de ta demi-heure. Fait que là, tu viens de refaire trancher ton spectacle en deux. Moi, j'aime pas ça. Puis même pour les gens qui se sont déplacés sur place, OK, tu as une qualification dans l'après-midi, mais on va en avoir une à Montréal, là, une sprint l'année prochaine, Mhm. là, en mai. Ouais. Imagine, toi, tu es là les samedis, en plus, tu te fais faire ça. Tu arrives au circuit tôt le matin, tu es content, tu penses avoir une course, tu as payé ton billet en conséquence, puis finalement, on roule derrière la voiture de sécurité pendant, je sais que c'est peut-être juste 4, 5 tours, sauf que on est dans un endroit, c'est une séance où il n'y en a pas beaucoup. Donc, on n'a pas le luxe de faire Mhm. une parade pendant ce temps-là. Puis, je veux pas dire qu'on n'empêle pas la voiture de sécurité, là. Faut respecter, justement, les commissaires, les signaleurs doivent aller en piste, puis toutes ces choses-là. Ça, je comprends tout ça. Sauf que, de l'autre manière, justement, laissons-les faire leur travail, sans stress, sans pression, on fait bien ça. Pendant ce temps-là, nous autres, on perd pas notre spectacle pour autant. Oui, on est limité dans le temps parce qu'il y a la qualif en après-midi, on peut pas étirer ça Mhm. pendant 4 Ouais. heures, mais quand même, un drapeau rouge de 15 minutes, je pense pas que ça aurait tué personne. Non, effectivement, je pense pas que ça aurait tué personne et je trouve que c'est niveau de la sécurité également, là, pour, comme tu as dit, pour les commissaires de piste qui viennent ramasser les morceaux d'aileron, les morceaux de carbone là, qui traînent sur la piste et tout, de faire de façon sécuritaire aussi, parce que c'est beau le faire quand il y a un drapeau jaune, on en a vu quelques-uns là, qui qui se sont aventurés sur le circuit et ramasser ça vite, vite et tout, là, mais faut être prudent et c'est sûr qu'avec un drapeau rouge, ben, on diminue énormément le risque d'une situation dramatique. Donc, moi, je trouve que ça aurait été une bonne solution et tout. Et comme je te dis, après ça, ben là, on repart à zéro, on relâche la meute pour un final haletant. Mais bon, c'est vrai que la direction de course en a décidé autrement. Là, tout ça pour dire le classement final de la sprint, ça a été Verstappen, Russell, après ça Carlos Sainz, faut quand même le dire, hein, c'est un beau podium de Mhm. Sainz, un deuxième en un mois, Azerbaïdjan, ça fait un petit peu plus qu'un mois, mais quand Effectivement. même, oui, c'est pour une sprint, je suis conscient, c'est pas un vrai podium qui va au classement puis tout, mais quand même, c'est quand même Williams qui finit dans les trois dernières voitures. Oui, on a retiré deux McLaren de l'équation, mais c'est ce qui est venu déranger le début de week-end pas facile de Ferrari de dire non seulement les deux McLaren sortent, sont pas là, puis c'est même pas nous autres qui s'en vont prendre la troisième place, Mhm. c'est pas En Lewis plus, ouais. Hamilton, c'est le gars qui, justement, qu'on a décidé de remercier la saison dernière en Carlos Sainz. C'est lui qui vient terminer devant Lewis Hamilton, qui vient Mhm. empêcher les Ferrari d'avoir cette troisième place-là. Donc, disons que il y a pas si la foule d'Austin puis nous autres on était bien contents de voir Carlos Sainz, Ferrari aurait aimé voir quelqu'un d'autre qu'une Williams devant eux. C'était pas Mhm. l'idéal, surtout que la veille en qualification, on avait vu une Stack Sauber se qualifier devant nous avec Nico Hülkenberg. Ouais. Ouais. C'était pas facile ce début de week-end-là pour Ferrari. Puis j'imagine que les auditeurs, puis toi aussi, comprends pourquoi je remets ça en perspective, parce que c'est des choses qui sont importantes dans le reste du week-end. Et tu sais, je vais finir le classement parce qu'on va en venir pas longtemps après, parce que quelques heures Mhm. après, il y avait quand même une séance de qualification. Puis je trouve que Mhm. Charles Leclerc s'est très, très bien repris, puis Ferrari a très bien rebondi de justement peut-être ces deux claques d'en face là qu'on avait eu dans le début du week-end. Mais Leclerc, lui, a terminé cinquième, sixième pour Albon, septième pour Tsunoda et huitième pour Antonelli. Antonelli et Tsunoda qui réussissent à marquer des points aussi pour leur équipe. Donc, quelque chose d'important aussi dans le championnat Mhm. des constructeurs. On n'a pas toujours Ouais. ce luxe-là du côté de Red Bull d'avoir deux voitures qui marquent des points. Ensuite, quelques heures après, je le disais, c'était le temps des séances de qualification. Et on avait eu une conversation, nous deux, Kevin, entre les deux. Tu te rappelles, tu m'as appelé, puis je t'ai dit, ah, moi, je pense que ça va être encore Verstappen en pole à cause du Mhm. sourire qu'il y avait après la sprint. Je dis, il a appris quelque chose parce que on lui a demandé, l'arrière-train se promenait beaucoup, ça a été un problème. Là. Puis, tu sais, des fois, tu vas le voir tracasser, ouais, il faut qu'on trouve quelque chose, on fait avec ce qu'on a. On a vu beaucoup, tu sais, ce type de réponse-là depuis quelques mois. Puis finalement, c'est pas du tout ce genre de réponse-là qu'il a donné. Il y avait un sourire, il a dit, ouais, on a des choses à travailler encore, mais on a peut-être des idées, tout ça. Fait que c'est comme, je t'ai dit, j'ai eu l'impression qu'il a fait un compromis pour la course sprint, puis qu'il savait très bien qu'elle a changé ça pour la qualification. Puis j'ai l'impression que c'est ce qui est arrivé parce que Red Bull avait une bien meilleure voiture que ce qu'on avait pu croire dans le début du week-end. Vraiment, la deuxième séance, là, lorsqu'on a eu cette deuxième tentative-là, j'ai trouvé que la Red Bull était beaucoup plus dangereuse. On voyait le 3 dixième, a même pas eu besoin d'une deuxième essai dans la Q3. Ça a été une bourde. Là. Je sais pas si à quel point on a pris notre temps, mais il a manqué par près d'une seconde, puis il a pas pu avoir une deuxième tentative. Heureusement qu'il avait mis tout un coussin au tableau parce que ça aurait pu vraiment être une catastrophe de la part de Red Bull. Là. Oui, effectivement. Bien d'accord avec toi, Martin. Et écoute, chapeau à Max pour avoir réussi à faire un tour.
un tour comme ça et se donner Mhm. un coussin de pratiquement 3/10. Là. Donc, vraiment, une très, très belle performance. Et c'est aussi, Martin l'a mentionné, que là, après la course sprint, on arrive en qualification. On arrive en qualification et là, Max Verstappen, lui, il est tout content. Oui, il a gagné le sprint, mais il a encore le gros du travail à faire, c'est-à-dire signer la pole. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bien là, on a les deux pilotes McLaren qui s'étaient accrochés. Donc là, il faut remettre les compteurs à zéro. Là, le Oui. mental, il est effrité. Et Verstappen, il le sait. Là. Il est pas anodin à ces choses-là. Il le sait que les pilotes McLaren sont vulnérables et qu'il peut donner un coup de masse aux deux pilotes, à Norris et à Piastri. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, il a vraiment réussi à tout mettre bout à bout pour signer la pole position sur le circuit de Austin. Donc, c'est sa 47e pole position en carrière. Vraiment un très beau travail de Max qui réussit tranquillement, petit à petit, comme on l'a dit tantôt, là, à venir s'immiscer là, dans la tête des pilotes McLaren. Donc, bravo encore une fois. Ça repart encore de l'accrochage parce que le temps qu'on n'a pas eu, ce temps précieux-là dans la sprint pour être capable de trouver les bons réglages pour la Mhm. qualification et pour la course, c'est vraiment, d'après moi, le 3/10, c'est là qu'on l'a perdu parce que ce que les tours de pratique que Verstappen a pu avoir, ben, il les a mis à bon escient, puis c'est ce qu'il a réussi à faire. Un qui a mis ça à bon escient aussi, je trouve, c'est Charles Leclerc. Ça a été tout un Oui. retour dans cette séance de qualification-là de l'après-midi. C'était un week-end difficile. La journée de vendredi, c'était une journée à oublier. Ah. La course, tu sais, justement, les stacks devant, tu finis derrière une Williams Mhm. dans une course sprint, tu arrives en qualification, tu lances les dés ou je sais pas si on savait exactement avec ce qu'on venait d'apprendre pendant cette sprint-là, puis on a réussi à trouver quelque chose, mais du moins Leclerc en troisième place, derrière Norris, c'est encore une très, très grande performance du Monégasque quand même sur le circuit d'Austin, un circuit qu'il fait bien d'habitude. C'est pour ça que Oui. c'était pas naturel pour lui d'avoir autant de difficultés dans un week-end comme ça aux États-Unis, là. Non, effectivement. Et je te dirais que j'ai quand même été surpris de voir Leclerc se hisser troisième. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Martin, moi je t'avais dit que je misais peut-être un petit peu plus sur Russell pour aller chercher peut-être une première ligne, peut-être aller titiller là, les McLaren. Finalement, ben, c'est Leclerc qui s'est positionné troisième, là, qui a réussi à bien faire, à sortir son épingle du jeu. Bravo à Charles qui a encore réussi. C'est pas facile cette saison pour Leclerc parce qu'on voit qu'il il le sent, il le sait que il a du mal cette année en qualification. Il se dit, j'arrive pas à tout mettre bout à bout. Oui, on a signé une pole du côté du Hungaroring, mais globalement, on sait que Leclerc, il est capable, il a le talent, il a le talent inné pour aller chercher des pôles positions comme ça, mais il en manque cette saison, il a déjà mentionné et tout. Mais c'est sûr que la Ferrari n'est pas au niveau souhaité, on s'entend, mais quand même, une belle performance pour Leclerc devant George Russell. Leclerc, c'était son meilleur résultat depuis Hongrie, depuis sa pole en Hongrie. Ouais, Quand même, là, ça commence son à faire meilleur, longtemps. c'est ça, son meilleur résultat en qualif, qui quand même, c'est sûr que c'est pas une saison facile, mais ça va lui faire du bien quand même. Mhm. Ouais. Piastri, lui, énormément de difficultés, hein. Ça avait commencé Ah oui. vendredi, c'est pas replacé. J'écoutais ses commentaires qui dit que c'est caractéristique au circuit. Donc, c'est quelque chose peut-être que lui, ça rentre pas dans ses cordes à lui, le circuit d'Austin. Est-ce qu'il voulait dire que c'est la voiture qui n'a pas vraiment les atouts pour performer sur un circuit comme ça? Bah, peut-être, ça arrive. De toute façon, il est encore jeune, hein, Piastri. C'est Mhm. ça qu'on a tendance à oublier quand tu te bats pour un titre. Des fois, ça fait ressortir les défauts, les projecteurs sont sur toi. Puis c'est pas des défauts nécessairement qui ne se corrigeront pas avec l'expérience, mais Mhm. quand même, il faut se souvenir de ça. Oscar Piastri, mais depuis, là, pourtant, c'est un gars qui ne faisait pas d'erreur, qu'on disait depuis Australie qu'on l'avait pas vu, puis là, il commence à les multiplier semaine après semaine. Si c'est pas une erreur, ben c'est des fois c'est des petites difficultés, peut-être un peu plus de pression, donc on veut se dépêcher à justement rentrer dans notre fenêtre de performance, puis aussitôt qu'on met pas nécessairement le doigt dessus au début du week-end. Mais on panique un peu, on cherche, puis on voit que la compétition est tellement relevée là, quand on dit justement une pole avec l'écart comme ça. Mais c'est pas les meilleurs moments de l'Australien en F1. Puis comme tu dis, est-ce qu'il y a une fissure? Est-ce que c'est quelque chose qui va réussir à réparer et à rebondir? Je pense qu'il a les atouts, mais il va falloir l'avoir à l'œil au cours des prochaines semaines parce que on attend toujours ça, là, qu'il rebondisse parce que même si c'était une malchance pour lui à Singapour, il s'est fait rentrer dedans, ben, il s'était quand même mis dans cette situation-là où au départ, il n'était pas nécessairement en avant.
il avait l'avantage, mais a quand même ouvert la porte à son coéquipier. C'était pas son genre de faire ça. Puis là, l'erreur dans la sprint, qu'on doit quand même lui attribuer une partie des responsabilités parce que c'est lui qui a décidé de changer de direction comme ça. Donc, c'est pas les meilleurs moments pour lui, là, présentement, pour le numéro 81. Hamilton, pour lui, avait réussi à avoir la cinquième place devant Piastri, sixième pour Oscar, septième pour Kimi Antonelli, ensuite huitième pour Oliver Burman, encore un très très bon résultat, autant pour Antonelli, mais pour le jeune Burman aussi, dans sa Haas, il y avait énormément d'améliorations pour ce week-end aux États-Unis. Du côté, après ça, de Carlos Sainz, qui se remettait d'une troisième place, neuvième lors de la séance de qualification, dixième pour Alonso, qui fait encore une fois le mieux qu'il peut à 44 ans à bord d'une Aston Martin, qui est pas facile à piloter, mais il réussit toujours à trouver le meilleur de sa voiture. Hülkenberg, qui était peut-être un peu déçu de sa séance, de sa course sprint, a eu une onzième place lors de la qualification, suivi par Liam Lawson, Yuki Tsunoda, Pierre Gasly, Franco Colapinto et ensuite Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon, Lance Stroll, qui a reçu une pénalité, hein, suite à la course sprint, Alex Albon et Isaac Hadjar. Isaac Hadjar, lui, c'est pas, il a pas réussi à se qualifier. Euh, et je veux rappeler aussi Leclerc, les problèmes de boîte de transmission en début de week-end. Ça a causé énormément de problèmes. Pas de première séance d'essai libre. A réussi à se relever de ça. Ça explique un peu tout l'ensemble des ennuis que Ferrari a dû surmonter pour arriver quand même à aller structurer une troisième place et placer Hamilton aussi dans une place assez respectable. Un circuit qu'il connaît bien, Hamilton aussi. T'attendais-tu à le voir un peu mieux faire au cours des qualifs, à le voir être capable d'avoir le dessus sur Leclerc sur un circuit comme Austin, où encore une fois, Charles reste un des meilleurs pilotes de qualification sur le circuit. Donc, c'est toujours difficile pour Hamilton de se faire justice là, à bord de la Ferrari, mais aussi contre son coéquipier. Ben, c'est toujours difficile de se faire justice contre Charles Leclerc en qualification, hein, parce Mm. que Charles Leclerc, depuis qu'il est en Formule 1, sur l'ensemble d'une saison, Martin, jamais battu en qualification par aucun de ses coéquipiers. Ni Vettel, ni Hamilton cette année, ni Carlos Sainz, et encore moins Marcus Ericsson à sa première saison. Donc, vraiment, Leclerc, c'est tout un as en qualification. Mais Hamilton, quand même, comme tu l'as dit, c'est un circuit qu'il apprécie beaucoup, c'est un circuit qu'il connaît bien. Il y a eu beaucoup de succès là-bas, notamment avec Mercedes, on le sait. Mais c'est ça. Mais je suis quand même content pour Lewis qui s'est remis tranquillement dans le bain. Pas très loin de Leclerc, mais quand même, il y a encore un petit coup à donner pour aller se mêler tranquillement pas vite face à Charles Leclerc. Oui, non, puis est-ce qu'il va vraiment être capable un jour, ça, j'ai de la misère avec ça. Mais c'est ce qui conclut pas mal notre bloc du samedi. Mais en terminant, je voulais te poser une question, Kevin, que j'ai demandé à François suite à la négociation de contrat avec Mercedes, puis possiblement que George Russell aurait eu ses 30 millions de dollars ou aux alentours de là. En tout cas, aurait eu gagné sur le côté monétaire, mais pas nécessairement sur le terme de son contrat. Puis ça est venu à poser la question, je sais ça, est-ce que tu considères George Russell comme un des cinq meilleurs pilotes de la grille? François était d'accord. Moi, j'ai poussé un peu plus loin que je dis non seulement je le vois comme un des cinq meilleurs de la grille, mais je pense qu'il est aussi parmi un des trois meilleurs pilotes de la grille en ce moment. Toi, tu le vois où, George Russell, dans l'échelle salariale? Est-ce que tu trouves que c'est mérité que ça viendrait le placer justement dans les cinq pilotes les mieux payés? Est-ce que tu trouves que ça coïncide avec ses performances en course? Est-ce que ça va ensemble? Moi, je trouve que, honnêtement, George Russell, on en avait déjà parlé, c'est le meilleur, pour moi, c'est le meilleur pilote britannique. C'est également un pilote dans le top 5. Puis je suis d'accord avec toi, Martin. Je pourrais même le mettre dans le top 3. Avec une Mercedes performante, une bonne voiture, Russell peut jouer un championnat du monde. Je suis même pas inquiet avec ça. Puis si on regarde, là, nous autres, on faisait l'exercice du repêchage. Oui. Admettons qu'on fait un repêchage, mais moi, je dirais avec Verstappen, je veux pas nécessairement que tu révèles tout ton jeu, mais quand même. Ensuite, si tu as un deuxième choix, pour moi, ça serait Piastri. Je parle deuxième, puis Verstappen n'est plus là. Puis là, si j'ai le troisième choix, c'est bien le fun, là. Fernando Alonso, c'est un pilote qui a énormément de talent, mais l'âge aussi est dans la balance 44 ans. Pour moi, j'aurais énormément de difficultés. Ça prendrait vraiment quelqu'un qui vienne me convaincre de dire, oh non, tu parles troisième, Piastri est plus sur la table, puis Verstappen n'est plus là, de ne pas prendre George au troisième rang. C'est sûr, je n'irai pas pour Lando, là. Non, moi également, je vais y aller comme ça. Ben, je vais jeter mes cartes sur la table. Verstappen, Piastri et Russell pour le top 3, Le- les trois premiers choix au repêchage. Comme sur le circuit des Amériques, on ne s'ostine pas. Non, on est d'accord là-dessus. C'est ce qui conclut notre blog de samedi. Maintenant, on peut passer à la journée de dimanche qui avait lieu sur, justement,
tel que mentionné par Kevin, le circuit des Amériques à Austin, au Texas. Eh bien oui, c'est dimanche qu'avait lieu la 19e ronde du championnat du monde 2025 pour une 13e fois sur le circuit des Amériques à Austin. Les voitures prenaient la piste et on a trouvé un nouveau Capitaine America en Max Verstappen pour une 7e victoire en sol américain. Je trouve que le nom de Capitaine America lui va bien. Surtout, Kevin, si on étale, il n'y a pas juste là aux États-Unis qui fait bien, là, en Amérique en général, parce que c'est quoi? On peut ajouter à ces 7 victoires-là aux États-Unis, il a gagné quoi? 3 fois au Canada, 4 fois au Brésil, 3 fois au Brésil, 3 fois au Mexique. En tout cas, tu sais, on pourrait tout ajouter ça, là. Disons que quand il fait le passage, que ce soit en Europe ou en Amérique, Verstappen fait très bien. Oui, c'est un pilote qui apprécie beaucoup ces passages-là, du côté outre-Atlantique là, pour arriver du côté de l'Amérique. Là, ben, écoute, il a un palmarès assez incroyable. C'est pas pour rien. Et en plus, Martin, la dernière victoire du poleman aux États-Unis, ça datait de 2021. C'était C'est lui, qui avait gagné en 2021? ouais, C'est Max Verstappen. Verstappen. Ah ouais, c'est ça. Il l'aurait fait. Puis moi, une statistique que j'ai trouvée intéressante aussi, une statistique qu'il ne faut pas montrer à Charles Leclerc, OK? Parce que lui, il aimera pas ça, là, si on y parle de ça. Mais c'est quand même, c'était la 36e fois que Verstappen remportait une course en partant d'une pole position. Donc, Ah, ben, il est 36 en 47. Son taux d'efficacité est quand même très, très bon. Je te demanderai pas de nous sortir celui à Charles, là. On va être gentil, là. Charles a eu une belle fin de semaine. Il s'est on bien, va être gentil. ouais. On va être gentil. Il s'est bien rattrapé sur sa fin de semaine, mais quand même, cette statistique-là de Max, c'est pas une bonne nouvelle pour le reste du peloton lorsque vous le voyez signer la pole position. Peu importe la voiture qu'il a sous la main ou la qualité, la voiture il va trouver plus souvent qu'autrement une façon de transformer ça en victoire. Mais je trouvais que c'était intéressant à regarder parce que c'est vraiment son niveau de conversion est très très fort, le 36 sur 47. Euh, mais en gros, on s'attendait à une belle course. Je m'attendais à un très, très beau spectacle. Je pense qu'on l'a eu. Ça a été très Oui. technique, stratégique. Mhm. On a eu des belles, belles bagarres, surtout entre Lando Norris et Charles Leclerc, encore lui. Mais quand même, dans l'ensemble, si on regarde le week-end du Néerlandais, c'est mission accomplie en lettres majuscules. Tu, tu te pointes dans un championnat des pilotes. T'es arrivé la 19e ronde, tu perds par plus de 50 points, tu te dois de faire 10 points à tous les week-ends pour espérer faire quelque chose d'ici la fin de saison. Puis tu commences le week-end avec 8 points gratuits. Ben, tu les as travaillés, mais quand même, McLaren s'est battu entre eux autres. Donc ça, encore là, c'est mission accomplie. Donc tu mets 8 points dans le chapeau en commençant ton week-end. Puis là, après ça, tu arrives à la course, tu as la pole position, tu mets toutes les chances de ton côté. C'est ce qu'on reproche là, aux pilotes Norris. Il est maintenant à Piastri de dire lorsqu'ils ont des opportunités, des fois, ils ne les saisissent pas. Max, lui, a mis McLaren dans les câbles, arrive le jour de la course. Ça en va saisir le maximum de points encore. Donc, si on disait qu'il devait en faire 10 de plus pour être capable de rester compétitif, mais il sort de là avec quoi, 23 points de plus que Oscar Piastri. Quand je dis mission accomplie en lettres majuscules, là, on peut quasiment aller le crier sur tous les toits parce que tu pouvais pas faire mieux que ça dans cette fin de semaine-là. Non, effectivement, Martin. Et je pense que Verstappen en ce moment, et c'est sûr que je pense que pas mal tout le monde va être en accord avec ça. Verstappen, il est en mission. On sait qu'on dit pas du côté de Red Bull, on y va une course à la fois, on passe pas au Hum, championnat. Mais là, à un moment donné, il va falloir se montrer peut-être un petit peu plus, je dirais pas réaliste, mais on peut se permettre de rêver. On peut se mhm, permettre de rêver parce que on a le meilleur pilote de la grille. On a un des meilleurs pilotes de toute l'histoire de la F1 à bord de notre écurie. On a un pilote qui sème le doute dans la tête des deux meneurs en Piastri et en Norris. On a un pilote qui ne fait pratiquement aucune erreur en piste, qui est un métronome, qui sait comment aligner des tours rapides, comment gérer une course, comment maintenir ses pneus en température parfaitement. Il va falloir que Verstappen soit parfait sur le restant de la saison et on le sait qu'il peut être parfait, Max Verstappen. C'est même pas le problème. C'est à savoir, Martin, moi, je me pose la question, si on arrive au final à Abu Dhabi, est-ce que McLaren, avec ses deux pilotes, Oscar Piastri et Lando Norris, vont perdre le titre des pilotes ou Verstappen va le remporter?
Moi, c'est la petite question que je me pose. Ben, c'est la question que tout le monde se pose parce que c'est Verstappen ou les McLaren, on n'a pas le choix. Quand on regarde ça, c'est comment ça va se terminer au bout de la ligne. Puis Mhm. pour l'instant, la tendance a tourné. Les quatre dernières courses, non seulement Verstappen a parti devant les McLaren, mais aussi terminé devant eux. Si on prend en considération la Mhm. sprint du week-end, bien sûr. La mauvaise nouvelle aussi, si on est dans le clan Orange Papaye, la mauvaise nouvelle pour eux, c'est qu'il reste encore deux week-end sprints. Ça, c'est des points de plus à Mhm. distribuer. Il en restait trois avec celui d'Austin. On vient d'aborder le dernier quart de la saison et la tendance, là, le momentum est complètement du côté de Red Bull. Le seul défaut de Red Bull, c'est qu'on n'a pas d'aide de Yuki Tsunoda. Tsunoda ne viendra pas voler des positions au McLaren, mais la bonne nouvelle, c'est que Ferrari vient donner ce coup de main-là présentement. On sépare les voitures oranges, puis de l'autre côté, on a Mercedes qui peut rentrer là-dedans aussi, venir diluer des points, puis tout ça. Donc, on a les deux pilotes qui se battent entre eux aussi. C'est très intéressant ce qui s'en vient là. Autant qu'on avait dit que la saison 2025 serait une des meilleures saisons de l'histoire, c'est du moins ce qu'on s'attendait avec la parité puis toutes ces choses-là. C'était pas du tout le cas dans les premières courses, même si il y a toujours des choses intéressantes à regarder. Sauf que si la fin continue comme ça et la tendance se maintient, Max Verstappen, ça pourrait bien devenir l'une des meilleures saisons de l'histoire. Imagine, on arrive au dernier Grand Prix de la saison avec trois pilotes qui peuvent saisir le titre. C'est dans les meilleurs scénarios possibles, justement, pour marquer l'histoire de la F1. C'est dans les meilleurs scénarios possibles, Martin. Et tu le sais, tu as vécu, ça fait longtemps que tu suis la Formule 1. C'est pas parce que tu as deux pilotes contre un que nécessairement tu vas remporter le championnat. C'est Parce qu'on pire. l'a vu Moi, par tu, le moi, passé. tu connais. Ben Tu oui. connais mon opinion en face à ça. Moi, pour moi, c'est pire. Moi, je ferais Mhm. pas ça, là. C'est pas. Ouais. Ouais, vas-y, excuse-moi, tu me. Parce que, non, non, c'est correct parce que on sait, par le passé, McLaren ont échappé à un titre des pilotes en 2007. Alonso Hamilton face à Kimi Raikkonen. Raikkonen qui avait fait une sacrée remontée, Martin, au championnat des pilotes parce que Alonso s'était accidenté au Japon. Hamilton était sorti dans la ligne des puits en Chine. Il s'était enlisé dans le bac à gravier. Qui en avait profité dans tout ça? C'est Kimi Raikkonen qui a Ah. gagné le championnat. Puis si on retourne encore plus loin, là, c'est pas McLaren, mais c'est McLaren qui en a profité face aux deux Williams. C'était Alain Prost contre Piquet et Mansell. C'était en 1986. Ben, c'est Prost qui était tout seul contre les deux Williams qui a réussi à remporter le championnat. Donc, parfois, ça ne veut pas dire que nécessairement vous êtes deux contre un, que vous allez gagner nécessairement. Il reste à voir la dynamique, comment est-ce qu'on va optimiser les stratégies en course, etc., etc. Mais là, comme tu l'as dit, la dynamique est clairement dans le camp de Max Verstappen pour le moment. Tu parlais tantôt là, de toutes ces qualités qu'il y a, Verstappen, puis on fait souvent l'éloge du talent qu'il y a, puis je pense que c'est le mandat qu'on doit avoir lorsque tu as un talent générationnel, que ce soit des balados de football, il faut mentionner à quel point que Pat Mahomes est quelqu'un d'impressionnant, que ce soit un balado de hockey, tu peux pas parler de hockey sans mentionner les exploits d'un Connor McDavid, mais c'est la même chose en F1. Tu peux pas voir un talent comme Verstappen passer, puis pas prendre le temps non seulement de décortiquer ce qu'il fait à travers ses performances, mais il y a des choses, des fois, qui peuvent sembler banales ou qu'on peut peut-être pas nécessairement voir, mais moi, c'est quelque chose, tu sais, on le sait, là, c'est souvent mentionné que son QI de course automobile est très élevé. On le voit Mhm. non seulement lorsque tu t'en vas dans d'autres séries comme un Nürburgring, une fin de semaine donnée, puis tu es capable de dominer des gens dans une autre série dans l'endurance, c'est qu'il y a beaucoup d'informations que tu maîtrises très rapidement. Aller faire un record de piste, justement, avec une voiture que tu connais pas vraiment sur un circuit comme le Nürburgring, encore là, ça va tout dans cette équation-là. Moi, en début de course, là, tu me dis si je me trompe, Kevin, mais moi, j'ai eu Mhm. l'impression que Verstappen, il a fait exprès. Il a bien dosé le fait que Charles Leclerc passe devant Norris. Parce que si tu le vois, oui, son adversaire, c'est Lando au championnat, il coupe devant lui. Puis après ça, quand il dispute le virage, Mhm. il prend son temps. Il passe, mais tu vois qu'il fait exprès un peu. Lando a quasiment rentré dans l'arrière de Max encore, un peu comme à Singapour. Puis tu vois que Charles a quasiment pu tenter quelque chose sur Max, tellement que Verstappen a pris son temps dans ce virage-là. J'ai eu l'impression, OK, ma perception, j'ai eu l'impression que ça faisait drôlement l'affaire de Max d'envoyer Charles Leclerc dans les jambes de Lando Norris. J'ai eu l'impression qu'il a donné carrément Lando Norris à manger à Charles Leclerc en disant comme occupe-toi, tu sais, occupe-toi de lui, rends-moi service. Puis ça a été quoi, ça a duré. Il a eu besoin de Lando Norris, il Plus a de eu 20 besoin de tours. 22 tours. Ouais, c'est ça. 22 tours Ouais. pour se débarrasser de Charles Leclerc. As-tu eu l'impression, puis tu sais, je te prends, on n'en a pas parlé avant, tu n'as peut-être pas eu Mhm. le temps de revoir la séquence, mais as-tu eu cette impression-là que Verstappen a un peu géré un peu qu'est-ce qui se passait à l'arrière de lui, là? Ben écoute,
ça serait pas étonnant. Je suis pas dans la tête de Max Verstappen, quoique j'aimerais bien de temps en temps, mais je suis pas dans la tête de Max Verstappen. Mais écoute, ça serait même pas du tout étonnant parce que Leclerc partait avec des pneus tendres, donc il Oui, avait un avantage à l'élancement, là, alors qu'il s'élançait par rapport à ses rivaux, à l'impulsion du départ. Et là, j'ai vu vraiment Leclerc connaître un bon départ, meilleur que celui de Norris et tout. Et là, après ça, on l'a vu, Leclerc. Je me suis dit, Colin, il va réussir à aller chercher Max, il va quasiment réussir à aller le dépasser. Finalement, non. Mais ça serait pas étonnant parce que Max connaît bien Lando Norris. L'année passée, on se rappelle dans la bataille entre les deux, il a souvent joué du coude avec lui. Il l'a souvent coincé dans les câbles. Donc, il sait comment Norris est. Et je pense que ça pourrait être une option très plausible au fait que Verstappen aurait pu utiliser Leclerc à son avantage. Et de toute façon, Martin Charles Leclerc, il n'y a rien à perdre. non. Lui, il est là, puis il connaît une saison quand même. Oui, il a quelques podiums, on s'entend, mais il connaît pas une saison incroyablement formidable comme il l'aurait rêvé, là. Donc là, C'est lui, il justement, veut ça. c'est Ouais. justement pour ça qu'on est allé en gomme tendre aussi du côté Mhm. de Charles Leclerc. Puis je salue la décision, même si vous m'avez déjà entendu le dire ici au F1 Podcast, lorsqu'on n'a pas une grande distance avant le premier virage, c'est pas le genre de stratégie que je favorise. Sauf que dans une situation où tu es dans une Ferrari, ton week-end allait un peu nulle part, tu sais qu'en Mhm. vitesse brute, tu peux pas nécessairement rivaliser avec une Red Bull ou une McLaren. Tu te dis, bon, j'ai quoi à perdre, moi? J'ai rien Mhm. gagné cette année. Je vais m'élancer, je vais mettre les gommes tendres. En plus, les gommes dures ne font pas partie de l'équation au cours du week-end. Ça a été Mhm. quelque chose qu'on a martelé dans notre épisode de vendredi. Le fait qu'on a décidé de lancer une balle courbe du côté de Pirelli, d'apporter une C1, créer un écart entre les différentes gommes, mais c'est rendu que la gomme dure, personne voulait la gérer ou personne voulait l'utiliser. On s'en est débarrassé très tôt dans le week-end, puis on l'a pas revu. Il y a quelques écuries qui ont tenté leur chance avec des gommes dures à l'arrière du peloton en espérant une possible voiture de sécurité en fin d'épreuve ou que tu pourrais bénéficier de ça ou attendre au début de la course, tout le monde est obligé d'arrêter, finalement, tout ça t'arrête pas. On a essayé quelque chose, puis encore là, c'est dans cette même optique-là que chez Ferrari, on a dit, on est à l'avant, on va inverser ça, tout le monde va vouloir être un peu en médium, puis on va changer en tendre. Et même Charles Leclerc était surpris que ni un ni l'autre de Verstappen ou Norris avait été vers cette équation-là. Ça prouve à quel point que chez Ferrari, dans ce qu'on avait fait dans nos devoirs, on voyait vraiment que c'était la bonne façon à faire parce qu'on se devait d'utiliser le train de gomme tendre à un moment dans la course. On s'est dit, on va l'utiliser au départ et se donner ce petit coussin-là. Et après ça, on a tombé en gestion de pneus. Ça a bien tombé pour Charles parce que il a gagné sa position, puis tout de suite, il a commencé à gérer ses pneus. Puis ça a bien tombé pour Verstappen parce que lui, il se disait, ah, pendant ce temps-là, Charles gère ses pneus, il retarde la voiture de Norris. Norris pas capable de compléter un dépassement pendant 22 tours. Donc à ce moment-là, tout a tombé dans les mains du Néerlandais grâce à ça. Mais encore là, Ferrari, on doit le saluer. Autant qu'on fait des erreurs stratégiques à certains moments, on s'est donné une chance aujourd'hui. Puis ça s'est fait avant que la course commence, quand on a pris cette fameuse décision-là de mettre ces gommes-là aux bandes rouges pour débuter la course. Ouais. Et surtout aussi, il faut le mentionner, Martin, du côté de Charles Leclerc, ben, ça a été un très bon premier relais avec ses gommes tendres. Ça, il faut le saluer. Il a Mhm. très bien géré. Ah Mais oui. il faut aussi mentionner, et toute la course, je me suis dit, s'il fallait que Lando Norris Ah oui. sorte hors piste une dernière fois, c'était une pénalité. Oui. On a eu le drapeau noir et blanc pour les limites de la piste, là. Et c'est seulement, je pense que c'était même pas au bout d'une vingtaine de tours, Norris avait déjà trois, il avait déjà trois avertissements. Je me suis dit, Et attends, c'est un des Lando, pires. oui, Lando, oui, c'est un oui. des pires. Pour les limites de piste, là, peu Mhm, importe où ce qu'ils vont, où il y a ça, il y a déjà eu des pénalités par le passé. mhm. Austin, l'année dernière, c'était des conditions différentes, mais quand même, il y a toujours de la difficulté. En Autriche, la même chose. Il va à la limite pour aller chercher. Tu sais, certains diront, ben, c'est de bonne guerre. On vous donne cette possibilité-là de franchir les limites de la piste à certaines reprises, donc pourquoi pas les utiliser. Sauf que là, il s'est mis dans le trou, puis Charles Leclerc, en connaissance de cause, savait que Lando pouvait pas se permettre ça. Il était vite même à dire, ah, je pense qu'il a quitté les limites de la piste. À un certain moment, par contre, ça a tourné en fin d'épreuve, puisque là, Lando avait le coussin nécessaire pour ne pas être relégué entre la position entre lui et Charles. Mais après ça, en fin de course, lorsqu'il était seul, il se devait de respecter ces limites-là. Mais
Oui, c'est un problème pour Lando, puis ça l'empêche justement. C'est quelque chose, c'est un handicap de plus que ça lui donne dans cette course au championnat-là. C'est quand tu te mets une pénalité au-dessus de la tête que tu dois absolument, absolument rester dans tes lignes, que tu as des batailles à disputer. C'est pas l'idéal. Mais Leclerc, là, quand même, sa défensive, c'était propre, c'était beau, c'était sur la limite, mais c'était vraiment, vraiment une très, très belle défensive de Charles Leclerc. J'étais déçu pour lui qui a pas terminé deuxième parce que je pense qu'il l'aurait mérité, mais il peut Mhm. pas s'en vouloir. Il a tout donné à Ferrari. Il a réussi au cours de la journée de samedi d'aller placer sa voiture troisième. Il a réussi à sécuriser ça tout au long de la course. Donc, vraiment, tout un retour de situation pour Charles Leclerc. Dans l'ensemble, je trouve que ça a été un bon week-end. Et Ferrari, là, on est en train, je sais pas si on l'a sécurisé, mais on est très, très près d'avoir le championnat des arrêts au puits aussi. Je sais que ça n'a aucune valeur, là. Les Tifosi vont m'entendre, vont dire, on s'en fout de ce titre-là. C'est pas lui qu'on veut. Sauf que je, je, je tiens à le mentionner parce que on a critiqué pendant longtemps Ferrari au niveau des arrêts au puits. Puis depuis que Fred Vasseur est arrivé, c'était une de ses missions. Puis on doit le dire que il y a encore des moments cocasses là, dans l'écurie italienne, là, qu'on des fois on rit dès qu'il se passe des choses. Sauf que sur la rapidité d'exécution, on est la meilleure équipe présentement. C'est quand même quelque chose, c'est une portion importante de la course automobile. Si on l'a réglé, en espérant qu'on peut régler les autres détails aussi importants qui vont nous permettre de remporter des grands prix, mais de choisir les bons pneus pour débuter une course, ça pour moi c'est primordial et on l'a très très bien fait du côté de la Scuderia. Pour Norris, ben, il a quand même réussi belle bagarre à se combattre, être très patient parce que lui avait gros à perdre. Hein. C'était pas juste les limites de la piste, il voulait pas se faire sortir par Charles ou avoir un accrochage avec lui, c'était pas le temps de réouvrir la porte à Oscar Piastri, mais a quand même réussi à bien se battre en fin d'épreuve et terminer deuxième. Erreur sur l'arrêt au puits de McLaren aussi, ça n'a pas été le meilleur arrêt qu'on a Mhm. donné à Norris, mais on pouvait pas demander à personne de redonner une place à Lando parce qu'il y avait personne devant nous qui l'aurait Mhm. fait. Mais c'est ça. Puis dans l'ensemble, Piastri a été dur, hein? Ouais. Termine cinquième, ça n'a pas été facile, ça n'a pas été mieux pendant la course, là. Il y a vraiment un manque de rythme, usure sur son pneu, usure prématurée des pneus. Et qu'est-ce que t'as pensé de ça, toi, ce week-end-là, dans l'ensemble de Score Piastri? Ben écoute, Martin, je commence à croire que là, le côté détendu, le côté froid, le côté pragmatique de Piastri commence à s'effriter. Mhm. Ouais, c'est mon avis. Je trouve que là, le jeune commence à sentir que il y a un lion hollandais dans le dos qui commence à rugir pas mal fort. Et là, c'est sans compter son coéquipier aussi qui, oui, parfois peut montrer des petits signes de- d'un manque de constance, d'une certaine, euh, de faire des certaines erreurs à gauche, à droite, de de pas être aussi parfait comme il le faudrait. Mais moi, je pense que là, Piastri sait qu'il peut perdre parce que là, il avait un bon coussin. Après Zandvoort, Martin, là, on pouvait pratiquement tous se dire, bon, ben, Piastri, ça peut être hasta luego et on s'en va vers le championnat mondial si tout va bien. Là, c'est bonsoir, il est parti. Mais là, je pense qu'il commence à réaliser que ça ne sera pas aussi facile que ça. Ça ne sera pas une promenade de santé. Et là, c'est l'expérience qui rentre en ligne de compte. Parce que Mhm. là, tu as un Max Verstappen qui a des championnats, tu as Lando Norris qui a connu ça l'année passée. Là, il y a une corde de plus à son arc. Donc, tranquillement, pas vite, Piastri commence, je crois, à se rendre compte que bien qu'il soit très talentueux, que comme on dit, c'est un premier choix au repêchage ou un deuxième au repêchage, là, ben, il va falloir qu'il se remette en selle pas mal plus rapidement que ça parce que ça va vite déchanter. Moi, je pense que ce qui dérange le plus Oscar Piastri présentement, c'est que un scénario hypothétique qu'il y avait avant la pause de dire je vais me battre pour un championnat du monde, mon premier en carrière, et je vais le faire contre Lando Norris, pour lui, il était à l'aise avec ça. Il n'y avait pas de complexe à disputer le titre à Lando Norris. Je peux pas dire que c'est la même chose, par exemple, d'en disputer un contre Max Verstappen. Je pense que ça change la donne beaucoup pour Oscar et c'est peut-être ça qu'il y a à l'arrière de la tête aussi de dire, là, non seulement me battre contre Lando qui se rapproche, OK, mais d'avoir Verstappen, Lando va me donner des opportunités d'ici la fin de la saison. Max me donnera rien. Et ça, je pense, c'est le début des problèmes si c'est pas déjà plus qu'entamé, là, mais pour Piastri de revoir Verstappen revenir autant dans le championnat, c'est vraiment pas le meilleur scénario. Il termine derrière Hamilton. C'est pas parce que Lewis, à un moment donné, je me demandais, hein, Hamilton en fin d'épreuve commence à ralentir, Piastri revient sur lui. Je dis, ah,
Est-ce que Lewis va donner un coup de main au bon vieux Oscar pour donner un jab à son ancien rival Max Verstappen? Mais finalement, c'est qu'il y aurait eu une crevaison à Hamilton, en tout cas quelque chose comme ça. Mais a quand même réussi à disputer le dernier virage de peine et de misère et rentrer sa Ferrari pour terminer cinquième devant Piastri. Mais j'ai l'impression que ça aurait fait jaser ça si Hamilton avait concédé une position à la grille au fil d'arrivée là. Ouais. Piastri, en tout cas, tu l'as vu cette séquence-là, tu pensais à ça, toi, de dire, c'est très peu probable, mais quand même, je me dis, ah, s'il faut qu'il le laisse passer, ça va vraiment entraîner quelque chose, là. Ben, c'est Lewis Hamilton qui a dit à Oscar Piastri ne laisse plus rien Oui, passer, ben ne oui. laisse plus de pilote te faire la vie dure. On le dit depuis le début. Ouais, On le c'est dit ça, depuis le début, mais exactement. Ouais. on n'a pas l'expérience d'un septuple champion comme Lewis Hamilton. Moi, je comprenais pas ce que Oscar faisait. Il était trop fin. Puis ça va peut-être lui coûter à la fin. En tout cas, ça reste à voir. Piastri, on le disait, sixième, cinquième plutôt, sixième après ça pour George Russell. C'est surprenant de voir les Mercedes avoir si bien fait dans la sprint, puis avoir autant de difficultés dans la course. On le disait à quel point que les informations qu'on a été capable d'aller chercher que les autres n'avaient pas, on aurait pu utiliser ça de notre côté. On dirait que ça a fait le contraire du côté de Mercedes. Ça les a mêlés plus que d'autres choses. Mhm. Ouais, écoute, je trouve ça dommage, autant du côté de la chaleur, Martin, qu'à Singapour, on était vraiment incroyable. C'est pas le même type de circuit, on s'entend que celui d'Austin, mais Non. on avait vraiment une belle avance. On avait, la voiture était parfaite du côté de Singapour, autant que là, aux États-Unis, dans cette course-là, dans le Grand Prix, on a senti Russell avoir beaucoup plus de difficultés comparativement à la sprint. À la sprint, ça avait quand même bien été. Il se battait pour la victoire. Et là, on arrive là, sixième, et c'est Mais pas, la- c'est je, c'est pas la même chose, là. je veux pas les défendre parce que je pense que Mercedes a beaucoup de problèmes à comprendre sa voiture, là. Ça date depuis qu'on a Mhm. passé à l'effet de sol. Sauf que, tu penses-tu que le fact, mais moi je pense que oui, mais tu me diras toi ce que tu en penses. Le facteur, la course sprint à Austin, 1 heure de l'après-midi au Québec, avec la différence, ça fait que c'était une course en avant-midi. Après ça, le Grand Prix dimanche, c'était à 3 heures, heure d'ici, donc c'était en début d'après-midi à Austin. Le fait qu'on avait couru en avant-midi dans la course sprint, mais en après-midi dans le Grand Prix, c'est un écart de température qui est significatif quand même. Comme tu dis, à Singapour, ça ne semble pas nous avoir affecté, mais le circuit est différent. Mais peut-être qu'à Austin, là, le fait que c'était un autre moment de la journée, c'est pour ça qu'on n'a pas vu nécessairement les Mercedes, ce que les Mercedes étaient capables de nous présenter dans une course sprint. On n'a pas été capable de le voir nécessairement dans la course, ou on s'est complètement planté avec nos réglages. Puis on a une moins bonne gestion de pneus qu'on croyait, là. Parce que c'est sûr que faire 20 tours sur les médiums, 19 tours sur les médiums, puis même on a eu l'aide d'une voiture de sécurité dans la course sprint, ben, c'est pas comme d'en faire 32 là, dans une course. Tu dois ménager beaucoup plus tes pneus à ce moment-là. La voiture de sécurité aussi, elle a aidé hein, la stratégie de Charles Leclerc de partir en gomme tendre. Ça fait partie de la course, là. Mais ça aussi, là, c'est tombé à point pour lui, là. Ça l'a fait ménager ses pneus pendant un plus long laps de temps aussi. Même s'il a fait un bon travail là-dessus, mais c'est venu aussi peser dans l'équation. Russell, je le disais, on répète pour sa position, sixième, septième pour Yuki Tsunoda. Ça fait toujours drôle de dire ça. Tantôt, je le dénonçais que il devrait être là pour aller soutirer des points à des adversaires de Verstappen, justement, peut-être finir devant une McLaren quand qu'ils s'échappe quelque chose. Mais quand même, j'ai envie de dire que dans l'ensemble, des points dans la sprint et des points dans la course, c'est un bon week-end pour Yuki Tsunoda. Puis je me surprends à dire ça parce que je pense qu'il devrait faire beaucoup mieux que ça, mais il faut quand même prendre ce qui passe, marquer des points en deux, faire un 2 en 2. Il n'a pas fait ça souvent là, cette année. Non, il n'a pas fait ça. Et pour moi, c'est pas mon pilote du jour, Yuki Tsunoda, mais je trouve qu'il a fait une très belle, il a fait une belle performance. Ça va lui faire du bien. Autant qu'à Bakou, c'était correct. C'était une belle performance qu'à Singapour, ça a été l'enfer pour lui. Et là, malgré une qualification très, très ordinaire et tout, bon, il n'a pas été aidé par son écurie. On sait, on l'a bien Oui, pu le oui. voir, mais Tsunoda s'est bien rattrapé. C'est bon pour le championnat des constructeurs parce que Red Bull se positionne tout près de Ferrari. On est à 3 points de Ferrari au championnat des constructeurs et Mercedes est juste un petit peu à l'avant à 341. Donc Mercedes 341, Ferrari 334, Red Bull 331. Écoute, Martin, c'est serré pas à peu près, là. Non, c'est une très belle C'est compétition. une très belle bataille, ouais.
Puis quand on le dit, là, deux positions de classement, ça peut égaler 24 millions dans la cagnotte à la fin de l'année, là, parce que dans ce qu'on fait là, approximativement des revenus de la F1 cette année, ça risque de tourner aux alentours de là 12 millions par position. Donc, il y a énormément d'argent qui peut se distribuer entre ces trois places-là. La différence entre finir quatrième ou finir deuxième, c'est quand même immense, là. Qu'est-ce qui va se passer? Donc ça va être quelque chose à suivre au cours du week-end. Parlons-en, terminer avec Tsunoda. Tu as bien fait de le mentionner parce que la qualification, il s'est fait avoir. Même Laurent Mekies s'est excusé publiquement au nom de l'écurie Red Bull parce qu'on a fait l'erreur lorsqu'on l'a renvoyé en piste. On a même fait l'erreur avec Verstappen, donc on n'était pas dans le coup du tout pour à ce moment-là, mais quand même, Tsunoda vient marquer des points, donc on va lui donner ce qui lui revient. Le pilote des cœurs. C'est Mhm. dur de nommer Tsunoda, Hülkenberg, Berman, lequel a le plus élevé son niveau de jeu au cours du week-end. J'ai envie de le donner à Tsunoda. C'est peut-être la pitié, mais j'ai envie de le donner à Yuki qui a montré des dents pour se défendre. Tu sais, un peu critiqué tout le monde. Là, à un moment donné, il disait que c'était la faute à Lawson dans les qualifications. Finalement, c'était pas vrai. Il s'est bien défendu au niveau Mhm. du contre Oliver Berman. As-tu trouvé que c'était trop? J'ai entendu des gens qui critiquaient sa défense contre Berman, ce qui a forcé Oliver à faire un tête à queue, mais à quand même regagner, à pas trop perdre de Mhm. position, là. Ouais, ben, ça a été viril. Je te dirais que ça a été quand même assez une bonne défense, mais c'est rare qu'on voit des dépassements à cet endroit-là, Martin. Euh, Ah, c'est ça, ouais. Sainz avait réussi à le faire une fois et la deuxième fois, il s'est fait avoir, puis après ça, il s'est mis tout seul hors course comme un bon. Là. Donc, Hmm. on voit que c'est pas le meilleur endroit pour tenter un dépassement. Donc, défense rugueuse, mais il n'y a pas eu de pénalité là, pour la suite. Pour Yuki. Donc, Non, je pense que Berman a eu peur aussi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de points qui se ouais. sont permis, hein. Il était à une pénalité de Mhm. se faire Ouais. suspendre. Fait que je pense que Berman, il a vu quelque chose, puis après ça, il s'était plus là. Fait qu'il a pesé sur les freins, puis en tout cas, mais en tout cas, je sais pas, t'es-tu d'accord? Si tu le pilote des cœurs, Tsunoda ou t'as quelqu'un d'autre à proposer? Moi, à mon avis, je pourrais le donner à Yuki Tsunoda, puis je suis très à l'aise avec ça. Ouais. Bon, ben, on va régler ça. Ça va être un dossier de régler pour aujourd'hui. Donc, le pilote Daker, celui qui a le plus élevé son niveau de jeu, bien, c'est Yuki Tsunoda, comme l'entreprise Daker qui aide des Québécois de partout, partout à travers le Québec à atteindre l'autre niveau avec leurs escaliers de prestige. Donc, à ce moment-là, ben, Tsunoda est le pilote Daker. C'est la première fois qu'il l'a depuis le début de la saison. C'est certain. Mais quand même, on va lui donner, je suis sûr que ça va lui faire plaisir. On va lui envoyer un message comme quoi qu'il a été le pilote Daker. Je suis sûr que ça va lui remonter le moral. Un qui aurait pu l'être aussi, c'est Hülkenberg. C'est de valeur pour lui. La sprint, je pense, a été une occasion ratée quand tu fais une belle pole position comme ça, mais quand même réussi à venir marquer des points dans le Grand Prix avec cette huitième position. Donc, belle course de Hülkenberg. On en parlait, Oliver Burman. Moi, je le trouve très, très bon, ce pilote-là. C'était mon choix pour être la recrue de l'année. Bien sûr, je prenais en considération qu'il serait à bord d'une Haas et qu'il devrait travailler très fort pour se faire valoir. Il a le dessus souvent sur son coéquipier Esteban Ocon. Il est toujours aux alentours de la 11e position à la porte des points. On lui apporte des améliorations au cours de la fin de semaine sur sa voiture. Finalement, il y en avait un peu du côté d'Ocon. On a décidé d'en mettre un peu sur celle de Berman, mais quand même réussi à montrer les avantages de dire, lorsque vous mettez des améliorations sur ma voiture, ben, je termine plus 11e, je termine 9e. Ça fait toute la différence. On marque des points à la place de juste dire on a failli en marquer. Donc, je trouve qu'il fait bien. Belle bagarre avec Antonelli. Ça, j'ai aimé ça au cours de la fin de semaine Ouais. aussi. Je l'aime, ce pilote-là. Je trouve c'est un bon pilote, Oliver Berman. C'est un bon jeune pilote, Berman. C'est un pilote qui sait être agressif, qui a une belle, je trouve qu'il a une belle pointe de vitesse. C'est ça. Berman, il a une belle pointe de vitesse. Il l'a démontré d'entrée de jeu, on s'en souvient, là, Martin, en Arabie Saoudite À bord d'une l'année passée, Ferrari. à bord d'une Ferrari. Là, d'entrée de jeu, bang, réussi à inscrire des points. Il est revenu à 8 points seulement de son coéquipier au championnat des pilotes. Donc, c'est pas rien. Donc, bravo. Les occasions de saisir des points sont rares avec la Haas. C'est pas une voiture qui peut jouer les points à la régulière, mais avec des petits résultats comme ça, à gauche, à droite, ben Berman a réussi à bien se relancer. Ça n'a pas été une saison facile pour Berman, mais là, pour ce coup-ci, là, à Austin, bravo, il a bien fait. Il a connu un bon week-end, donc bravo au jeune Oliver Berman. Mais je trouve que il roule pas comme un pilote qui est dans la deuxième péricurrie. Il est Mhm. souvent dans des bagarres, il est souvent proche. Puis en même temps, tu te disais, il t'avait de bientôt rejoindre au point Ocon. Sauf que si tu me demandes qui a été le plus constant cette année, Ocon a eu les plus gros flashs avec plus de points. Fait que dans ce sens-là, ça aide. Mais je trouve que au niveau de la constance, là, puis je te dis ça sans regarder les statistiques, je te dis de la
de l'observation qu'on en Mhm. fait, je trouve qu'il y a une Ouais. meilleure constance chez ce jeune-là. Puis normalement, c'est ce que tu devrais pas avoir quand tu commences en Formule 1. Tu devrais pas avoir cette forme de constance-là, de terminer si souvent 11e et si souvent au même endroit, ce qui donne une lecture plus exacte à ton écurie de dire, ben, la voiture, elle risque de vraiment être aux alentours de cette performance-là parce que je te l'apporte toujours là. Donc, je te donne l'heure juste, à peu près, de ce que tu me mets entre les mains. Ça, c'est la chose la plus dure à avoir d'un pilote recru. C'est la raison pourquoi les écuries souvent ne veulent pas prendre le risque de mettre justement ces jeunes-là parce qu'ils disent ah leur retour puis c'est pas évident d'évaluer. C'est pour ça que Cadillac rentre pas en F1 avec des recrues mais avec des vétérans pour essayer d'avoir leur juste sur ce qu'on a entre les mains. Mais Berman, j'ai tendance à dire qu'il fait un peu hors tendance de ce qu'on doit avoir de recrues puis qu'il y a cette forme de constance-là. Oui, puis c'est un jeune pilote, je trouve, que s'il continue à bien faire, et surtout éviter les pénalités, parce Oui, pour les qu'on drapeaux s'entend que rouges. oui, C'est c'est ça surtout ça, là. exactement. Oui. Donc, éviter ces pénalités-là, prendre conscience, ben, on va dire prendre conscience de son environnement. C'est sûr, c'est pas Prendre, facile con- à bord d'une Formule 1, là, on s'entend, prendre mais je veux conscience de ses dire, couleurs. oui, c'est ça, Rouge, mais rouge, c'est oui, arrête. surtout. Et c'est surtout de, de, de- vas-y une étape à la fois. T'es jeune, de l'avenir devant toi. À un moment donné, il va finir par graver les échelons. Il va finir, je pense que si tout va bien pour lui, il va finir par arriver chez Ferrari peut-être un jour euh, au sein de la Scuderia. Donc, qui se presse pas. Il y a un coéquipier qui réussit à battre parce que Ocon, cette saison, je trouve que c'est difficile. Oui, Ah oui, oui. il a eu des bons points, il a eu des beaux flashs, comme tu as dit, Martin. Mais parfois, je regarde ça. Sacrifice, c'est compliqué pour Esteban Ocon. Des fois, il y a beaucoup de difficultés à sortir de la Q1, alors que Berman réussit parfois à trouver des petites brèches, réussit à trouver des petits dixièmes à gauche, à droite. Hop, c'est lui qui passe en avant. Et ça m'étonne un peu d'Esteban Ocon, mais je trouve que tu as raison. Au niveau de la constance, Berman est une petite coche au-dessus, je trouve, au niveau de sa saison. Ça ne se reflète pas nécessairement dans les points, mais comme je dis, 8 points, c'est pas la mer à boire. C'est quand même en tout somme bien pour Berman. Si on parle de constance, puis on dit que ça vient avec l'expérience, ben un qui en a à revendre, c'est Fernando Alonso. Parce que lui, de la Mhm. constance, il nous en présente. T'as l'heure juste, il a réussi à apporter sa voiture verte avec un peu plus de jaune en fin de semaine. Elle était très belle, Oui, la Aston Martin. Je sais pas si tu l'as aimé, toi, avec le Aramco jaune, même les uniformes, là, je la trouvais très, très belle. Elle est toujours belle, là, mais oui. je trouve que les notes de jaune, ça faisait encore plus beau. Ben, 10e position pour le bon vieux Alonso qui réussit à mettre sa voiture dans les points. Content de le voir là, puis encore là, ben c'est la preuve de tout ce que ça implique d'avoir un pilote comme Fernando Alonso. Il donne le meilleur à Aston, il donne quelque chose à se nourrir, il donne l'espoir à cette à ce grand campus de manufacture qu'on a développé du côté de Lawrence Stroll, mais quand même de continuer à espérer, oui, l'an prochain, mais d'être capable de marquer des points. Je trouve que c'est une belle performance d'Alonso. Ton favori, Lawson, hein, écoute, je fais une parenthèse rapide parce qu'il reste pas beaucoup de temps. Dans l'épisode entre deux courses que t'étais pas là, Kevin, j'ai demandé à nos collaborateurs, Simon, Jean-Christophe et François Goulet, si vous aviez un pilote à sauver pour l'an prochain, un pilote dans les 100 contrats, puis je retirais Antonelli puis Russell là, pour faire ça plus difficile. Puis je demandais, vous avez le choix de sauver Liam Lawson, Franco Colapinto ou, euh, ou sinon Yuki Tsunoda. Unanimement, tout le monde a répondu Lawson. Puis j'ai dit, j'ai pas besoin de demander à Kevin. C'est ça. J'ai même pas besoin de demander à Kevin parce que il est chez. Tu sais, j'ai pensé à ça après, j'ai dit parce qu'il est chez lui présentement avec sa tasse, Liam Lawson, puis il est déjà d'accord avec ça. Il l'a déjà sauvé avant même que je Mm. termine l'équation, mais c'est ça. Fait que j'avais pas besoin de confirmer avec toi, je me suis pas trompé que tu sauvais Lawson entre Tsunoda, Colapinto et le Néo-Zélandais. Hein. Non, effectivement. Ben, une course, ça a le meilleur résultat des Racing Bulls Oui. qui abordaient une livrée spéciale aussi. Il y en avait quelques-unes Chapoudi, qui avaient. chanteur country. Hein. Ouais. Oui, exactement. Et ben, pour moi, ma livrée préférée, parce que aux États-Unis, on a souvent des livrées spéciales, Martin, La mais ma livrée Williams. préférée, c'était la Williams. Ah oui, la Williams, je savais. Genre, moi aussi, Oui, je la trouvais très, très belle. oui. Est-ce que tu pensais à Juan Pablo Montoya quand tu la voyais passer? Oh oui. Oh oui. Les Williams BMW du début des années Ah oui. 2000, là, c'était des bijoux autant pour le son. Là, tu me rappelles les souvenirs. Là, à Montréal, le son du moteur BMW, c'était Ah oui.
mélodie vraiment fabuleuse. Ouais. J'ai déjà eu la chance de conduire, puis ça c'est une longue histoire, mais de conduire une voiture M6 qui avait un V10 dedans avec le son, puis le feeling c'est incroyable parce que justement moi à l'époque BMW en F1, je trouvais non seulement qu'ils produisaient les plus belles voitures, mais aussi le plus beau son. Même les équipements aussi, les team kits qu'on appelle là, les vêtements à l'effigie de l'équipe, je trouvais que c'était super Mm. beau BMW. Donc c'était un beau clin d'œil, j'ai vraiment trouvé que c'était réussi du côté de Williams, puis c'est encore une belle note dans le dossier de James Valls qui ramène l'héritage de Williams, qui rappelle au monde que oui, on a eu des mauvaises années, des mauvaises dizaines d'années qu'on pourrait étirer ça, Mhm. mais on est Ouais. quand même une grande écurie, puis de rappeler ça à tout le monde. Je passe rapidement après Lawson, ça a Mhm. été Lance Stroll qui est allé en 12e place, 13e pour Antonelli. 14e pour Albon, 15e pour Ocon, 16e pour Adjar, week-end très difficile pour le franco-algérien. Colapinto, 17e, qui a désobéi en fin d'épreuve. Hein? On lui a dit de ne pas Oui. passer Gasly, il a décidé d'y aller pareil. Moi, j'ai applaudi. Tu sais, j'étais un rebelle, mais moi, pour moi, Mhm. j'étais là comme, ben, écoute, t'as rien à perdre dans la F1. Au moins, sors avec tes convictions, puis vas-y, passe Gasly. Il était vraiment trop lent, Gasly. Je sais pas qu'est-ce qu'on Ouais. pensait à Alpine de demander à Colapinto de rester derrière lui, là, surtout avec Bortoleto, en Mhm. tout cas, qui s'en venait. Ben, c'est ça, même Bortoleto a passé Gasly. Donc, ça a été le bon réflexe de Colapinto de faire ça, sinon il aurait terminé derrière la voiture stack. Et celui qui n'a pas terminé l'épreuve, c'est Carlos Sainz, tentative audacieuse aux dépens d'Antonelli. Ce que j'ai à dire, c'est que pour moi, il n'aurait pas dû essayer ça. C'est une erreur, même si c'est un vétéran. Puis de l'autre côté, j'ai trouvé qu'Antonelli était très bon de compléter son cycle sur ses gommes médiums malgré le dérapage et la gravelle puis toutes ces choses-là qu'il y avait eu dessus. Mhm. Effectivement. Je trouve une manœuvre trop téméraire que Sainz On en voit avait beaucoup pas cette année. d'affaire à faire ça. Ouais. De sa part. En terminant, Kevin, je veux rappeler aux auditeurs que ils peuvent répondre au sondage, savoir leur pilote du jour. Moi, pour ma part, Mhm. je le donne. J'aurais voulu donner à Verstappen parce qu'il a très bien fait, mais je le donne à Charles Leclerc. C'est mon pilote du jour pour moi pour sa défensive. J'étais un gars de défensive dans le sport, puis j'ai trouvé ça vraiment, vraiment impressionnant de voir ce que Charles était capable de faire. Je savais qu'il était capable de le faire, mais c'est Mhm. toujours le fun de revoir un autre épisode de ce Charles-là. Donc, pour moi, ça a été le pilote du jour. Ouais, idem de mon côté, Martin. Donc, la même chose. On est sur la même longueur d'onde. Donc, Charles Leclerc, pour moi aussi. En terminant aussi, oui, le sondage le dit, vous pouvez aller voter vous aussi pour le pilote du jour avec les choix de réponse. C'est la Mhm. première fois qu'on enregistre, ben, on l'a déjà fait, mais qu'on enregistre un épisode si près de la fin de la course. Fait que normalement, on prend un peu de temps, avoir le temps de voir s'il y a des petites qualifications, des choses comme ça. Donc, soyez pas trop sévères avec nous. S'il y a des choses qu'on n'a pas parlé, qui ont sorti plusieurs heures après la course, qu'on n'est pas à jour là-dedans, c'est pas parce que on s'est pas préparé ou on n'a pas porté attention à tout ça. C'est pas dans nos habitudes, mais on le fait vraiment, vraiment rapprocher du Grand Prix. Il y a une situation présentement qui se déroule avec Red Bull. Red Bull a été convoqué par les commissaires après le Grand Prix, mais ça n'a pas d'implication. Ça ne devrait pas impliquer la victoire de Verstappen. Ça ne devrait pas toucher ça. C'est concernant des procédures après la course. Je vous dis franchement, on n'a pas vraiment ce qu'ils ont fait, mais moi j'ai l'impression qu'on a peut-être, bon, ça peut être aussi insignifiant qu'avoir monté après la clôture ou quelque chose comme ça. C'est que c'est des normes de sécurité d'après Grand Prix qui sont dans les directives qui sont remises par les directeurs de course qui n'auraient pas été respectées par Red Bull, mais c'est rien par rapport à une infraction sur la voiture ou des choses comme ça. C'est vraiment par Mhm. rapport à il y a quelqu'un qui s'est mal comporté, qu'il y a quelqu'un qui n'a pas agi de la bonne façon, puis ça a été noté. Donc pour l'instant, c'est ça qui est en cours. Je voulais quand même vous en glisser un mot, mais on n'a pas les détails de ça, mais c'est quelque chose qu'on va surveiller, mais ça devrait pas être, ça devrait finir avec une petite amende. En terminant, Kevin. Ouais, mais Ouais. Martin, c'est une amende Ah, c'est quand réglé? même. Bon, ben Ouais, parfait. c'est une amende. Ouais, C'est exactement. ça, parce que On est à l'affût. On ben, est à l'affût. j'avais beau regarder, je voyais pas le résultat encore. Ben là, si c'est tombé de ton côté, tu as eu la chance de voir. Tant mieux, Kevin. Bonne nouvelle. On est à Et en l'affût. terminant la petite stat, il reste que 10 secondes, donc si c'était ça vite vite. Lewis Hamilton a atteint le plateau des 5000 points marqués en carrière. Quand même, c'est quelque chose. C'est tout un accomplissement de la part du Britannique. Merci beaucoup, Kevin. Je te souhaite une excellente semaine et on se reparle très bientôt avec le Grand Prix du Mexique. Au plaisir, Martin. Merci, bye bye. C'est ce qui conclut notre épisode du lundi 20 octobre. Notre prochain rendez-vous sera vendredi prochain en marge des séances décédées du Grand Prix de Mexico City. Mais en attendant, je vous invite à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Facebook, LinkedIn ainsi que Instagram, et bien sûr à vous abonner à nos chaînes Spotify et YouTube et activer la petite cloche, question de recevoir une notification lors de la publication des nouveaux épisodes.
Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite une excellente semaine.